Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de robotique sur le modèle géométrique inverse pour les robots type manipulateur des robots série. Donc d'abord, je vais faire quelques petits rappels et ensuite, on va voir un peu ce que c'est ce modèle géométrique inverse. Mais donc pour ça, je vais rappeler un peu ce que c'est le modèle géométrique direct. Donc le modèle géométrique direct, il va permettre de passer de l'espace articulaire du robot, connaissant ses angles, à l'espace cartésien du robot. C'est-à-dire, on va vouloir avoir la pose de l'effecteur. Donc c'est-à-dire si je connais tous les angles du robot, j'ai un outil qu'on appelle l'effecteur en robotique qui va être défini par une position x, y, z et une orientation sur trois axes. Le modèle géométrique direct nous permet de passer de cette position articulaire à cette position cartésienne. L'objectif du modèle géométrique inverse, ça va être forcément du coup de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer de l'espace cartésien à l'espace articulaire. C'est-à-dire je connais où doit être où est l'effecteur, donc je connais son orientation et sa position, et le but est de calculer les valeurs articulaires qui m'ont amené là, ou qui vont m'amener là ici. Alors ici j'ai mis en entier, mais pour certains robots en fait c'est une partie ou une fonction de ça qui va être ici. Je vais détailler un petit peu après. Donc l'objectif du modèle géométrique inverse, ça va être de calculer les variables articulaires, les variables des articulations, que ce soit rotoïdes ou prismatiques, d'un robot en fonction de la pose de son effecteur désiré ou souhaitable. Les variables articulaires, on note ça Q, ça appartient à Rn, n le nombre de degrés de liberté du robot. Alors il faut savoir tout de suite en fait, c'est qu'il n'y a pas de méthode systématique de calcul du modèle géométrique inverse. Certains robots vont avoir des solutions analytiques, d'autres pas, et d'autres c'est encore plus compliqué d'avoir ne serait-ce qu'un début de solution. Mais il n'y a pas de méthode comme analytique pure, comme ce serait par exemple les cas pour modèle géométrique direct, où il faut passer d'un corps à l'autre. Modèle géométrique inverse, c'est pas aussi évident. Une des méthodes pour résoudre ce modèle géométrique inverse, c'est d'utiliser une optimisation sous contrainte. C'est-à-dire qu'on va avoir un processus d'optimisation qui va essayer de résoudre le problème suivant, qui va être de trouver Q tel que le modèle géométrique direct en fonction de Q est égal à U0. U0, ce que j'ai appelé ici la position de l'effecteur de U0, voilà, c'est la matrice de transformation ou une image de la matrice de transformation de la pose de l'effecteur qui va être une fonction comme ça. Par exemple, si on est sur un robot plan, on n'aura pas la composante en Z et on n'aura pas les deux rotations suivant X et Y. On n'aura que ces trois là. Donc on aura une combinaison ici. Sur ce U0, U0 c'est ce qu'on fait avoir. Donc la méthode d'optimisation sous contrainte, on va essayer de poser, trouver cette valeur articulaire qui va faire ça. Alors, on va généralement utiliser un solver, qui va être un solver non linéaire, vu que notre problème est non linéaire, en fait, qui va procéder par itération, par méthode type descente de gradient, des choses comme ça. Il va proposer une solution, il va calculer est-ce que on est loin, et en suivant les gradients, il va réussir à se rapprocher comme ça de sa solution. Certains solvers peuvent ne pas trouver de solution alors qu'elle existe. En fonction du point de départ, en fonction de la complexité, on peut avoir des problèmes à trouver une solution même si on sait qu'elle existe. Donc, parce que les méthodes d'optimisation en général partent d'un point pour le faire amener vers une solution, et il se peut qu'il tombe dans un minimum local et il ne puisse pas en sortir. Alors il y a d'autres méthodes, mais voilà. En général, il y a les solvers qu'on utilise type FSQP, IPOpt ou autre, peuvent amener à ne pas trouver de solution alors qu'il y en a une qui existe. Il y a une deuxième méthode, qui est une méthode analytique, c'est la méthode de Paul. Alors comment elle fonctionne cette méthode dans le principe? Elle va trouver le modèle géométrique inverse de certains robots qui ont des structures assez sympas, qui vont avoir des structures qui vont permettre de trouver ça. Pour les robots un peu compliqués, on ne peut pas appliquer la méthode de Paul, mais pour les robots à peu près simples, elle s'applique plutôt bien. Donc, si je résume un peu cette méthode, on cherche U0, c'est ce qu'on veut avoir, en gros la pose de l'effecteur qui va être égale au modèle géométrique direct. Si j'ai pris un robot à 6 degrés de liberté. Si je multiplie à gauche les deux termes, les deux parties de l'équation, si je la multiplie par l'inverse de cette matrice ici, matrice de transformation 0, 1. Donc je vais multiplier par 1, 0, je vais avoir 1, 0
1, enfin la transformation de 0 dans 1 en fonction de Q1, mon vecteur que je souhaite avoir égale tout ça. Cette relation en fait va nous permettre de mettre en évidence un lien entre Q1 d'un côté et les 5 autres variables. Comme ça on va avoir une égalité. On va pouvoir exprimer Q1 en fonction des autres variables. Si on fait ça sur les autres, on va avoir trouvé Q1 en fonction des autres. On va pouvoir faire pareil. On va pouvoir trouver Q2 en fonction de Q3, Q4, Q5, Q6, Q3 en fonction de Q4, Q5 et Q6, et trouver Q5 à la fin en fonction de Q6. Donc, si on arrive à faire ça, et ben à la fin on a résolu notre problème et donc on pourra avoir le modèle géométrique inverse de notre robot. Voilà. Encore une fois, c'est si le robot il a une structure à peu près sympa qui permet de le faire. Alors quand on va avoir ces égalités là, en fait ces égalités elles vont être regroupées en 8 types différents qui sont retrouvés ici. Donc vous avez ce tableau qui vient du livre de Calilédon, modélisation, identification et commande des robots. La solution est dans l'annexe 1. Donc généralement quand on va faire la méthode de Paul, on va tomber sur des égalités de ce type là, dont les solutions sont données en annexe. Donc une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir trouver Q1 en fonction des autres, etc. Donc c'est un petit peu long, c'est un petit peu rébarbatif, mais bon, sur certains robots ça marche bien. Sur d'autres c'est un peu plus compliqué. Alors le modèle géométrique inverse, il a quelques particularités qui est important de souligner. Pour certains robots, en fait, comme ici on a un robot cartésien qui va se déplacer en X, en Y et en Z, le modèle géométrique inverse il est assez évident et on a une seule solution. Voilà, si je veux que l'effecteur vienne ici, je vais avoir X ici, Y ici, Z ici, il n'y a pas de solution. Ça c'est un robot assez simple qui permet de faire ça. Pour d'autres robots, on va avoir des cas plus compliqués, on peut avoir plusieurs solutions à ce problème de modèle géométrique inverse. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle les configurations coude haut ou coude bas. Donc ici, si on a si on assimile ça à un bras, on va avoir le coude ici qui va être en haut, ici le coude qui va être en bas et l'effecteur qui va être dans tous les cas dans les deux positions. Ça c'est une solution. Du coup il va falloir choisir laquelle de ces solutions je vais garder, et si j'ai un mouvement à faire ici, il va falloir vérifier qu'on reste dans la configuration coude bas ou dans la configuration coude haut, ce qui peut poser problème ici. Il y a une autre particularité, enfin, c'est que le modèle géométrique inverse, il peut ne pas avoir de solution. Concrètement, si le robot il est hors de portée, la position demandée de l'effecteur elle est hors de portée du robot, le robot va pas pouvoir l'avoir. Un peu ici comme l'enfant qui va pas pouvoir attraper son doudou parce qu'il est trop loin. Donc c'est exactement la même chose. Si on demande un truc impossible, on ne peut pas le faire, donc il n'y aura pas de solution. Je vais faire un petit exemple maintenant pour illustrer ça. Donc, je vais reprendre le modèle géométrique du robot que j'ai présenté dans une autre vidéo sur l'URDF. Donc en gros, un robot qui a 4 degrés de liberté, une rotation ici, une rotation ici, une translation, une rotation. Donc c'est un robot qui en gros est plan, sauf qu'on peut en gros ici, les 3 premières articulations, Q1, Q2, Q4 vont travailler dans le plan et Q3 amène la hauteur. Donc ce robot là il est assez simple finalement. Donc on va essayer de montrer un peu comment faire cette cinématique inverse. Enfin cette géométrique inverse, pardon. Donc si je reprends ça, finalement, en gros, ce qui serait l'équivalent de mon U0 ici, c'est X, Y, Z, position en 3D du point de l'effecteur et l'orientation suivant la verticale. Donc Gx c'est B, alors B c'est cette distance ici et C c'est cette distance là. Ici on a la distance A, ici on a la distance D. Donc X c'est B cosinus 1 moins C sinus Q1 plus Q2. Y c'est B sinus Q1 plus C cos Q1 plus Q2. Z c'est Q3 moins D plus A. Donc ici on a une seule variable et on a une relation qui est l'Iθ à Q1 plus Q2 plus Q4. Donc de ces relations-là, on peut déjà sortir des choses qui sont assez évidentes. C'est qu'on peut sortir que Q3, ça va être le Z qu'on demande plus D moins A. Donc ça, on va calculer assez facilement. Ensuite, on peut déduire ici que Q4, ça va être θ moins Q1 moins Q2. Donc on a déjà deux relations ici. Il faut maintenant trouver les valeurs de Q1 et Q2. On se retrouve avec ces deux relations ici, qu'on peut venir mettre sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a B cos Q1 plus C cos Q1 plus Q2 plus pi sur 2. Pareil pour la composante Y avec des sinus.
Cette forme-là, on peut la rapprocher à la relation de type 8 dans le tableau que j'ai présenté tout à l'heure. Donc on voit ici qu'on a grand X qui serait B, grand Y qui serait C, Z1 et petit x, Z2 petit y, et on va poser notamment que θ i ici ça va être Q1 et θ j ça va être Q2 plus Q sur 2. Une fois qu'on aura θ i et θ j, on pourra trouver facilement Q1 et Q2. Donc pour ça en fait, il y a la solution qui existe une fois qu'on a fait ce changement de variable. Elle est un petit peu longue, elle est un petit peu pas rébarbative, mais bon, ça se démontre assez bien quand même. C'est du Pythagore généralisé. Une fois qu'on a écrit Pythagore généralisé, après ça va tout seul. Donc voilà. Mais bon, on revoit ici en tout cas, si on regarde l'angle θj, c'est qu'on a arctangente de plus ou moins, racine de quelque chose. Donc déjà, on voit ici qu'on va avoir le choix, soit entre plus, soit entre moins. Ce qui montre bien que notre robot, il va avoir deux configurations, qui a en coup de haut, coup de bas tout à l'heure. Hein. Donc si je remonte le robot, pour la même pose ici, je peux avoir cette partie-là qui va être ici, mais je peux avoir l'équivalent par-dessus là. C'est assez évident ici. Et du coup, c'est pas choquant d'avoir ce plus ou moins ici. Et une fois qu'on aura fixé ça, on pourra trouver le deuxième coefficient. Voilà, sur le modèle géométrique inverse. C'est un modèle, voilà, c'est assez... il n'est pas toujours... il n'est pas régulièrement employé. On va préférer plutôt passer par de la commande, de la cinématique inverse, etc. Je présenterai ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, faut connaître, faut savoir que dans des cas simples, on peut le trouver, il n'y a pas de souci. Dans des cas un peu plus compliqués, ça devient assez difficile. On va souvent avoir recours plus à des processus d'optimisation que vraiment une solution analytique. J'espère que la vidéo a été assez claire. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.